Sigmund Freud voit le jour le 6 mai 1856 en Moravie. Après la faillite paternelle, la famille part pour Leipzig, puis à Vienne. Il a grandi entouré de ses 5 sœurs, son frère et Nania, sa nourrice catholique, qui lui lit souvent des histoires fantastiques et légendaires. De quoi poser les bases de son goût pour le symbolisme. Élève brillant, le jeune Freud dévore Shakespeare, Homère et Goethe dès l'âge de 8 ans. Autant dire que les livres, ça le connaît. Mais les choix de carrière un petit peu moins. Le droit, la zoologie, la médecine, et puis finalement, il se lance en médecine pour disséquer les mystères du système nerveux. Freud est passionné mais fauché. Jusqu'à ce qu'il rencontre Martha Bernays, sa future femme, en 1882. Problème, la famille de Martha, trouvant le pauvre Sigmund un peu trop ras de laboratoire et sans le sou, refuse cette union. Ils échangent donc près de 1000 lettres d'amour pendant 4 ans, avant que Freud ne trouve enfin un moyen de stabiliser ses finances, en devenant médecin spécialiste. Le 13 octobre 1886, c'est le grand jour. Freud épouse Martha et commence sa carrière. C'est dans cette période que Freud plonge dans les abysses de l'hystérie en travaillant avec Joseph Breuer, son collègue un petit peu plus âgé que lui, notamment sur le cas de Bertha Pappenheim, alias Anna O, traitée par Breuer grâce à l'hypnose. Elle souffre de tout un tas de symptômes mystérieux. Et Freud s'enflamme à l'idée qu'il y a une vraie histoire sous-jacente à chaque symptôme, et que tout cela pourrait être lié à une sexualité refoulée. Inutile de dire que dans le monde scientifique puritain de l'époque, l'idée passe comme un cigare dans une salle non-fumeur. Oh. Mais notre Sigmund tient bon, malgré les crises d'angoisse et les moqueries. En 1900, il publie L'interprétation des rêves, échec commercial retentissant, mais un pas de géant pour sa reconnaissance. 5 ans plus tard, en 1905, il lâche un nouveau pavé dans la mare avec ses 3 essais sur la théorie de la sexualité, où il met à l'honneur désir et plaisir. Encore un flop. Mais cette fois, Freud a capté l'attention des grands esprits. Le voilà invité à partager ses idées sur le sol américain. Enfin le succès et la gloire. Dans les années 1920, la psychanalyse devient une sorte de religion et Freud est entouré de disciples dévoués. La psychanalyse est à la mode et Freud est désormais une star. Tous semblaient lui sourire. Cependant, en 1923, la fête prend une tournure morbide. Freud se découvre un cancer à la mâchoire, certainement lié aux 20 cigares qu'il fume quotidiennement. Résolu à disparaître avec dignité, il écrit à ce sujet avec philosophie. Les mois passent et Freud doit subir une ablation du maxillaire gauche et une partie du palais, après quoi il se retrouve avec une prothèse en acier, qu'il surnomme joyeusement le monstre. Ses patients lui rendent visite alors qu'il appuie une bouilloire sur sa joue pour soulager la douleur. Il utilise même une pince à linge pour maintenir ses cigares dans la bouche. Et oui, il continue à fumer. Et comme si ce n'était pas assez, Freud doit aussi subir l'humiliation des nazis, qui jugent ses écrits immoraux et brûlent ses livres en Allemagne. Finalement, quand sa fille Anna est arrêtée par la Gestapo, Freud se résout à fuir l'Autriche pour Londres en 1939. Là, son cancer progresse inexorablement. Son fidèle chien, Lune, refuse même de rester près de lui tellement l'odeur est insoutenable. Freud est stoïque, affirmant que l'homme doit accepter son destin, mais dans le même souffle, il supplie son médecin de l'aider à mourir. Une injection de morphine le plonge dans un profond sommeil. 2 jours plus tard, à 3 heures du matin, il rend son dernier souffle. Veillé par sa famille, mais pas par son chien. Et c'est ainsi que Sigmund Freud, l'homme qui a passé sa vie à explorer les abîmes de l'esprit humain, finit par lui-même sombrer dans un sommeil éternel.